Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouvel épisode de podcast lecture dans lequel nous n'allons pas parler d'événements, d'actualités et tout parce qu'il n'y en a pas eu. On ne va pas parler de réception livresque parce que je n'ai pas reçu de livre, je n'ai pas fait d'achat. Bon, j'avais fait beaucoup d'achats à Brive dans mon épisode de podcast précédent, je vous ai montré tout ça. Je crois que je vous avais montré aussi pas mal de réceptions, mais c'est vrai que là c'est plutôt stable. Et par contre, je vais vous parler de livres que j'ai lus. Je vais vous parler de 4 livres que j'ai lus. Il y aura du cozy mystery, il y aura du roman policier et du thriller psychologique. Alors, une très belle découverte, un très bon moment et 2 déceptions. Voilà, allez, on commence tout de suite. Alors, les livres dont je vais vous parler, les voici. Donc on va commencer avec celui-ci, le 2e tome des Dames de Marlowe, qui est un cozy mystery que j'avais beaucoup aimé. Enfin, le premier tome était hyper prometteur. Je vais vous parler de ces 2 romans policiers français. Voilà, je vous en parlerai un petit peu, mais ce sont mes 2 déceptions. Et je vais terminer par celui-ci, qui était une très chouette découverte, un polar coréen. Donc, les Dames de Marlowe, enquête, c'est le tome 2. Le titre de ce tome 2, c'est « Il suffira d'un signe » et donc c'est une série de Robert Sorogood qui est sortie chez La Martinière. Le premier tome, alors j'ai pas pris avec moi, mais la couverture est toute verte. Je sais pas s'il y a une petite photo. Non, il n'y a pas de photo. Et alors le titre du premier tome, c'était Mort compte triple, et à l'intérieur du livre, il est écrit que le tome 3 sortira en 2023. Alors l'auteur, j'ai un nom d'autrice qui m'a attiré l'œil là sur cette page. Donc l'auteur, à l'âge de 10 ans, a lu La Maison du Péril d'Agatha Christie et il est tombé amoureux du roman policier. C'est marrant parce que c'est pas le livre dont on parle le plus quand on parle d'Agatha Christie, mais voilà. Alors, les Dames de Marlowe, ce sont 3 dames. Judith Potts, qui a 77 ans. On a, alors je reprends la page avec les personnages. On a Bex Starling, qui, alors la quarantaine, tirée à 4 épingles, c'est la femme du vicaire. Voilà, elle s'occupe de ses enfants. Et on a Suzy Harris, qui est promeneuse de chiens. Voilà, plus âgée que Bex et plus jeune que Judith. Donc on retrouve ces 3 personnages avec plaisir. C'est Judith Potts qu'on voit un petit peu plus, qui est un petit peu plus le personnage principal. Et j'avais un peu peur de me replonger dans ce livre parce que le premier tome, il est sorti il y a un petit moment maintenant. Il y a peut-être 1 an et demi ou plus, je me rappelle plus exactement. Et donc je me souvenais plus forcément des personnages et tout. Alors justement là, ce que je viens de vous lire, c'est les premières pages où on nous rappelle les personnages. D'ailleurs, hop, on a une petite carte de Marlowe. Je trouve ça très très sympathique. Ça me fait un peu penser aux couvertures des détectives du Yorkshire. Et puis ce qui est aussi très joli, c'est l'intérieur de la couverture. Voilà. Et en fait, dès les toutes premières pages, on retrouve Judith Potts qui se baigne dans la Tamise nue. Donc voilà, on retrouve du coup les premières pages du premier tome. C'est bon, au début, quand on lit ça dans le premier tome, on se dit, elle est bizarre. Oui, elle est bizarre, mais après on apprend à la connaître, on apprend à s'attacher à elle et tout ça. Et là, quand on lit ça dans le 2e tome, on se dit c'est bon, je me souviens, je reconnecte tout, je me souviens de ces personnages et tout ça, voilà. Donc au final, pas besoin de se rafraîchir la mémoire, pas besoin forcément de lire le premier tome juste avant, de lire ou relire le premier tome juste avant le tome 2. Non, après c'est bien de lire dans l'ordre, mais en tout cas, malgré cette longue pause, ça m'a pas empêché de me replonger dans ce tome 2 sans grande difficulté. L'une des caractéristiques, alors en fait, Judith Potts, donc 77 ans, qui se baigne nue dans la Tamise, etc., elle est, alors est-ce qu'on dit le... Bon, elle réalise des grilles de mots croisés. Il y a le mot exact, le nom de ce job dans le livre. Je pourrais pas vous ressortir le mot exact, mais voilà. En tout cas, elle réalise des grilles de mots croisés. Ce qui fait qu'il y a toujours des petits clins d'œil, donc, sur les noms des chapitres déjà. Enfin, l'écriture plutôt utilisée, qui rappelle les mots croisés.
Bon, il y a des petites choses aussi dans l'histoire, etc. Mais ce qui est très amusant, c'est que il y a des grilles de mots croisés tout au long de la lecture. Je crois qu'il y en a 3. Alors, il faut que j'arrive à retrouver peut-être les... Voilà, page 88. Page 88. Je les ai pas terminées, hein, je vais commencer. On a une grille de mots croisés et ici, on a toutes les définitions. Et à la fin, eh bien, on a les solutions. Donc, pardon, on a 3 grilles de mots croisés. Et donc, c'est assez amusant parce que autant, bon, il y a des mots qui sont assez génériques, etc. Mais il y en a d'autres où, en fait, c'est vraiment en lien avec l'enquête et avec ce qu'on a pu lire les pages d'avant. Mais des fois, c'est très, très précis. Hein. Par exemple, là, c'est Judith les examine tous en enquêtant. Et en fait, c'est parce que dans les 80 pages précédentes, à un moment donné, on a dû nous dire Judith les examine tous. Et là, il fallait comprendre de quoi elle parlait. Alors, autant j'avais lu l'histoire, autant je me souviens pas précisément de chaque mot, etc. Et bon, bah voilà, si on veut vraiment aller plus loin, eh bien, il faut reparcourir les pages précédentes et tout. Mais voilà, je trouve que c'est très amusant, même si je l'ai fait comme ça et j'ai pas été jusqu'au bout. Je trouve que c'est un énorme clin d'œil, c'est très rigolo et très original. Voilà. Donc en tout cas, j'ai retrouvé avec beaucoup de plaisir Les Dames de Marlowe. Pour moi, c'est un très bon Cozy Mystery. C'est une série vraiment très prometteuse. J'ai vraiment hâte de lire le tome 3. Pour moi, on se retrouve avec un peu tous les codes du Cozy Mystery, même si on a cette Judith Potts qui est un peu particulière, quoique Suzy est pas mal aussi, hein. Mais voilà, on a 3 personnages un peu singuliers. Bah, c'est pas des personnages qu'on croiserait dans la vie de tous les jours, si vous voulez. Peut-être un peu moins Monsieur et Madame Tout-le-Monde que certaines séries de Cozy Mystery, mais voilà, on y prend goût, on s'attache aux personnages et je trouve que ça le fait. Voilà. Donc le tome 2, il suffira d'un signe. Je continue avec Torrent de Christian Carayon chez Pocket, qui est un livre que j'ai acheté et fait dédicacer à Noir-sur-Ormesson, la première édition qui a eu lieu il y a quasiment pile 1 an. Et en fait, lors de cette édition, c'était un salon qui était très agréable. C'est pour ça que j'ai très hâte de retourner cette année dans ce salon, même si c'est possible qu'il y ait un peu plus de monde. Il y avait il y avait peu d'attentes aux auteurs. Il y avait des auteurs pourtant assez connus comme Olivier Norek, Cédric Cyr, il y avait Nico Takian, Jérôme Loubry, Julia Chapman, etc., etc. Mais vraiment peu d'attentes, ce qui était très agréable, et ça rejoint ce que je vous disais dans mon épisode de podcast précédent quand je vous ai parlé un peu de mon attente pour Bernard Mignot à Brive, qui a été assez chaotique et qui restera comme la pire attente que j'ai pu avoir en 2 temps. Hein. J'ai attendu 1 heure le matin pour rien, puisque les organisateurs se sont rendus compte, enfin je sais pas qui est en tort, mais se sont rendus compte au bout d'un moment donc après, en l'occurrence pour moi 1 heure d'attente, que l'auteur ne viendrait pas de la matinée. Et ensuite l'auteur est arrivé l'après-midi, mais avec pas mal de retard, etc. Puis des conditions d'attente que j'ai trouvé juste insupportables. Et voilà, bon, vous avez été plusieurs à réagir en commentaire. Vous savez que je fais pas mal de salons, du coup, je m'attendais certes à avoir beaucoup d'attentes, mais absolument pas dans ces conditions-là, et absolument pas d'attendre 1 heure pour rien, pas pour un problème d'organisation. Mais du coup, je trouve effectivement les petits salons. Vous avez été plusieurs à me conseiller des petits salons. Vous savez que j'en fais énormément si vous me suivez, des grands et des petits, et vous savez que je vous les conseille, hein, justement pour vous partager les bons plans. Donc je connais aussi les petits salons, et en l'occurrence dans les petits salons, Noir-sur-Ormesson fait partie des salons qui ont été qui ont fait partie de mes meilleurs souvenirs en fait, avec la Nuit Blanche des Livres à la Garenne-Colombe, dont je vous parle très souvent.
Voilà. Et donc, ce petit salon noir sur Ormesson où il n'y avait pas beaucoup de monde et où effectivement je n'ai pas attendu à me donner 1 heure pour rien et à me donner 1 heure et demie dans des conditions incroyables. Non, j'ai attendu très peu de temps à chaque fois. En très peu de temps, en fait, j'ai fait le tour de tout le salon. Puis c'était une période, en fait, où j'achetais un peu de tout au salon. Là, je pense que je suis plus raisonnable. Non pas parce que j'achète moins. Là, ce que j'ai pris à Brive, quand même, c'est pas mal. Hein. J'ai fait beaucoup d'achats. Mais c'était assez raisonné dans le sens où il y avait pas mal de tomes 2 ou d'autres livres d'auteurs que j'avais déjà découverts et que j'avais appréciés. Voilà, il n'y avait pas beaucoup de livres pour découvrir l'auteur. Il y en a eu quelques-uns, mais pas beaucoup. Là, à Noir-sur-Ormesson, j'ai acheté pas mal de livres pour découvrir des auteurs et au final, ça ne l'a pas fait pour 2 d'entre eux. C'est dommage. Les auteurs seront à nouveau à cette édition de Noir-sur-Ormesson. Eh bien, je ne m'arrêterai pas à leur stand. Voilà, maintenant je sais. Donc, malheureusement, Christian Caroyan en fait partie. Cette couverture m'avait beaucoup attirée. J'avais échangé avec lui d'ailleurs. Et puis, certains secrets sont inavouables. Je veux dire, ce petit mot-là, cette petite phrase plutôt, est assez attirante. On est en 1984 et en fait, il y a des morceaux de corps humains qui ont été retrouvés. On apprend assez vite que ces morceaux appartiennent à 2 corps. Et cette enquête va vite mener à un chirurgien, Pierre Néra, chirurgien à la retraite, qui va être arrêté et il a été dénoncé par sa fille. Ce chirurgien a 3 enfants, une fille d'un premier mariage, une autre fille, puis un fils. Et en fait, le fils va être le personnage principal de la première partie et on va suivre ça un peu avec l'histoire, un peu avec ses yeux. Et en fait, malheureusement, l'un des corps retrouvés est une personne qu'il connaissait très bien. Voilà. Il y a plusieurs parties, on va suivre justement plusieurs personnages. Cette construction est assez intéressante, j'ai trouvé. Mais, enfin, je continue les points positifs, puis je passe aux points négatifs après. J'ai été prise, en fait, par le début de l'histoire, par cette intrigue, par ce côté secret de famille, enfin voilà, on voit qu'il y a des choses qu'on nous dit pas, il y a des choses un peu bizarres, enfin, bon, bref, tout ça, c'est assez intéressant. Sur un côté aussi, il y a une situation et on a plusieurs points de vue de cette situation, et est-ce que nos souvenirs sont exacts, est-ce qu'on ne fait pas abstraction de certaines choses qui nous ont dérangés par la suite. Enfin, voilà, tout ça, c'est des sujets qui sont un peu abordés et que j'aime beaucoup. Maintenant, dès la première partie, j'ai été un peu perdue par certaines choses parce qu'en fait, notre personnage principal de cette première partie, donc le fils de ce fameux chirurgien, il fait pas mal d'allers-retours dans le passé. C'est-à-dire que lui, il est interrogé dans le cadre de cette enquête et en fait, il va avoir beaucoup de souvenirs et j'ai eu du mal à me repérer, j'ai eu du mal parfois à voir que en fait, enfin là, je vous dis les choses simplement. Voilà, il attend en fait d'être interrogé et quand il attend, il a comme ça des souvenirs qui lui reviennent. Donc ça paraît assez simple une fois qu'on le dit, mais c'est ma conclusion après avoir passé de nombreuses pages où je me disais attends en fait, on est où? On est dans le passé? C'est quoi le présent, etc., etc. J'ai été un petit peu perdue par ça, en fait. Ça aurait pu être mis un peu autrement, en fait, ça aurait pu être présenté autrement, je trouve, au niveau de l'écriture, soit, je sais pas, utiliser l'italique pour certains souvenirs, ou que ce soit mis un peu différemment, présenté un peu différemment, parce que là, j'avoue que c'était un peu... dans les points qui m'ont un peu dérangée, il y a un point que je remarque jamais, mais là qui m'a été, qui m'a un peu dérangée, donc c'est que ça devait être assez fort pour que ça me dérange, c'est que c'est très viril en fait, c'est très homme comme livre. Il y a des personnages féminins, mais les personnages forts sont des personnages masculins, ce sont eux qu'on suit principalement. C'est beaucoup une histoire d'hommes, même si on est dans des secrets de famille et forcément il y a des femmes, etc. Mais je trouve que c'est beaucoup ce qui se passe, enfin. C'est comme si les personnages féminins étaient vraiment des personnages secondaires et tous les personnages forts sont des hommes et on a le fameux chirurgien Pierre Néra qui est arrêté, qui a tout un passé avec son meilleur ami homme, etc., etc. Et voilà,
c'est pas souvent que ça me dérange. Quand je lis un livre, je suis pas en train de checker combien il y a de personnages féminins, combien il y a de personnages masculins, etc. Pas du tout. Même si je soutiens totalement les louves du polar, même si je vais lire là par exemple Les Dames de Marlowe, donc livre écrit par un homme, les personnages principaux ce sont 3 femmes. Voilà, effectivement, il y a d'autres personnages masculins, etc. Bon, ça ne me gêne pas pour autant. Ce serait un trio d'enquêteurs hommes, ça ne me gênerait pas non plus. Mais là, on n'est pas avec une équipe d'enquêteurs en fait. On est vraiment dans une famille, et dans une famille, il y a des femmes aussi. Surtout là, en l'occurrence, je vous dis c'est une famille de 5 personnes, il y a 3 femmes. Et en fait, non, c'est pas forcément sur ces femmes-là. Elles vont avoir un rôle. Elles sont pas que potiches entre guillemets, alors, même si je déteste ce terme. Mais je sais pas. Ça m'a un peu dérangée. Voilà. Et que vous dire d'autre? Le dénouement était pas mal malgré tout ça, mais voilà, globalement ça l'a pas fait. Je suis déçue parce que j'aurais été contente de faire une chouette découverte d'auteur. J'aurais été contente de le revoir à la prochaine édition de Noir sur Ormesson et lui dire ah j'ai tellement aimé, j'aimerais en lire un autre. Voilà, là je vais passer rapidement devant son stand et tout. C'est comme ça le fait pas tout le temps. C'est dommage. Globalement, j'aime beaucoup les lectures que je fais. C'est rare que je vous parle de déception. C'est rare que je vous parle de 2 déceptions coup sur coup. Je crois que je les ai enchaînées en plus, mais bon. C'est comme ça, donc c'était Torrent de Christian Carayon. Si vous l'avez lu, je veux bien avoir votre avis, encore plus quand mon avis est vraiment très mitigé. J'aime bien avoir d'autres retours parce que je me dis, je me suis peut-être trompée dans mon interprétation, voilà. Ça m'est arrivé récemment d'avoir l'inverse, c'est-à-dire tout le monde a détesté un livre, enfin, peut-être pas à ce point-là, mais personne n'a eu un énorme coup de cœur sur un livre et moi je l'ai bien aimé. J'en ai eu une certaine interprétation. Et ça a été intéressant d'échanger avec avec la masse de gens qui ne l'ont pas apprécié. Voilà. Donc inversement, j'aimerais bien, si vous avez aimé ce livre ou celui-ci, j'aimerais bien qu'on en parle. Donc celui-ci, c'est Le Prieuré de Crest de Sandrine Détombe chez Pocket, qui est un livre que j'ai acheté à Noir sur Ormesson l'année dernière, qui est un salon qui était très bien. La première édition était très prometteuse, etc., etc. Voilà, donc même condition que le livre précédent. J'ai attendu longtemps à son stand, elle était en train de discuter, mais je voulais vraiment découvrir, elle avait pas mal de livres, en fait, elle a écrit là, à l'intérieur dans sa bio, on parle de 2, 4, 6, 7 livres, donc c'est déjà pas mal. Il y en a peut-être même d'autres depuis qui sont sortis. Voilà, stand assez attirant, autrice française. Voilà, en plus au moment où j'ai été la voir, Jérôme Loubry est venu, fait une petite blague et tout. C'était voilà, j'ai des bons souvenirs en fait de mon passage sur son stand, si vous voulez. Et donc j'hésitais pas mal entre les jumeaux de Pio et Lenk, je sais pas si ça se dit comme ça, et Le Prieuré de Crest, et au final je suis partie sur celui-ci. Dans ce livre, on commence par un contrôle routier. On a le gendarme Benoît qui arrête une voiture. À l'intérieur, il y a une femme et une petite fille. Et voilà, ça aurait dû être un banal contrôle routier, mais en fait, ça dérive. Et notamment, la petite fille lui dit « Mais en fait, cette dame, c'est pas ma maman ». Et voilà, il s'aperçoit de petites choses un peu bizarres. Et puis ce contrôle routier tourne mal. On se retrouve avec un accident et la conductrice meurt dans cet accident. Et ce qui aurait pu être juste ça, ce qui est déjà énorme, hein, on est d'accord, mais en fait, petit à petit, eh bien, on va se retrouver avec d'autres corps, d'autres morts. Alors là, en l'occurrence, la place de la femme est assez importante. Alors, on a des hommes, hein, là notamment, on a le gendarme Benoît, voilà, donc j'ai pas eu l'impression que c'était au contraire du précédent que j'ai trouvé très viril, celui dont je vous parlais, la Torrent. Là, j'ai pas eu l'impression d'avoir la parfaite symétrie, en fait. Non, il y a quand même des personnages hommes qu'on suit et tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de femmes.
Et ça ne m'a pas du tout gênée, justement parce que j'ai trouvé ça équilibré. Donc voilà, du coup on a petit à petit une enquête qui est faite. Au final, notre petit gendarme Benoît, il n'a pas une place très importante dans cette enquête parce que ça prend une sacrée ampleur, etc. Donc ça dérive un peu et il aurait pu être écarté de l'enquête justement parce que lui il est dans sa petite gendarmerie mais il a été intégré dans le groupe d'enquêteurs. Et voilà, donc on suit l'histoire comme ça jusqu'au dénouement. Alors, le dénouement était bien. Ça me fait penser à Torrent, j'ai l'impression d'avoir à peu près les mêmes retours, mais le dénouement était bien. Le dénouement était bien. Moi, un bon dénouement, c'est que je trouve que c'était pas si évident que ça, on va dire. Donc j'ai trouvé que c'était bien. Voilà. Après, il y a quelque chose dans le livre, je l'ai bien lu, hein. Enfin globalement je l'ai lu assez vite, les pages s'enchaînent et tout, voilà, donc ça aussi c'est un point positif. Mais il y a quelque chose qui m'a gênée dans le livre, et comme ça m'a gênée, j'en ai conclu que ça faisait partie totalement de l'enquête, et que ça faisait totalement partie eh bien, d'un dénouement, enfin je sais pas comment dire, c'était il y a quelque chose qui me paraissait pas cohérent et du coup comme ça me paraissait pas cohérent pour moi, forcément on aurait une explication à la fin qui permettrait de remettre tout le puzzle en place et que tout devienne limpide, etc. Et au final, cette chose que j'ai trouvée pas cohérente, eh bien, ne devait pas être cohérente pour l'histoire. Il n'y a pas eu d'explication après. Alors, est-ce qu'au final, c'était une fausse piste dans laquelle je me suis engouffrée et je me suis fait avoir? Je ne sais pas, mais même si c'est le cas, je reste sur cette incohérence, en fait. Je reste sur ce truc où je me dis, mince... j'y ai pas cru, c'était pas crédible en fait. Et c'était pas crédible et en fait, il faut que j'accepte, vu le dénouement, que cette chose pas crédible soit crédible. Voilà. Bon, je sais pas si c'est très clair ce que je vous dis, mais voilà, du coup quelque chose m'a gênée et j'ai été... Enfin, ça m'a gênée assez tôt dans le livre, hein. Donc j'ai passé mes plus de 350 pages avec ce truc qui m'a gênée et où je me disais non mais en fait forcément c'est l'explication on l'aura dans le dénouement. C'est parce que tel personnage en fait faut s'en méfier, etc. Mais en fait pas du tout. Voilà, donc ça c'était le prieuré de Crest de Sandrine Détombe. Si vous avez un autre avis, ou même si vous avez le même, envoyez-moi un petit message, un petit commentaire et autres pour qu'on puisse en parler. Et je termine avec Bonne nuit maman de Seo Miyai, qui est coréenne. Alors, ce livre, je l'ai acheté au Quai du Polar, à Lyon. Je n'ai pas eu d'attente quand j'ai pris ce livre. La couverture intrigue, hein. Franchement... Elle a un petit côté glaçant, je trouve. Et puis, en fait, l'autrice sera présente à Noir-sur-Ormesson. Bon, là, en fait, je vous l'ai pas dit de façon explicite, mais clairement, je suis en train de préparer la prochaine édition de Noir-sur-Ormesson. Voilà, j'ai regardé la liste des auteurs qui seraient présents. Et j'ai fait mon planning de lecture en fonction. Donc, voilà, ce sont 3 auteurs qui seront présents à Noir-sur-Ormesson. Et mes prochaines lectures... Dans mon prochain épisode de podcast, vous ne verrez pas Noir-sur-Ormesson, mais vous verrez à nouveau des lectures que j'ai faites pour préparer Noir-sur-Ormesson. Vous savez, c'est un peu mon organisation. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, en fait. Voilà, quand les auteurs sont présents, si j'ai des livres à eux dans ma palle, et ben j'essaye de les lire. Alors là, j'aurai pas le temps de tous les lire avant ce salon, mais j'essaye de le faire comme ça. Quand je les revois, c'est un plaisir de leur prendre le suivant et d'échanger avec eux sur ma lecture si je l'ai appréciée. Voilà, donc là les 2 précédents j'ai pas apprécié et puis là c'est pas avec cette autrice que je pourrais beaucoup échanger parce que si c'est comme au Quai du Polar, elle aura sa traductrice à côté, mais bon sinon ce sera un petit peu limité, je ne parle pas coréen. Donc, Bonne nuit maman, mon premier polar coréen. Donc, il y a une comparaison qui est faite avec Le Silence des agneaux. Donc là, c'est mis Le Silence des agneaux coréen. La petite citation d'Augustin Trapenard entre Le Silence des agneaux et Mindhunter. Et voilà la dédicace qu'elle m'avait faite. C'est le premier tome d'une trilogie.
Dans ce livre, on suit Seon Gi-young, je suis désolée pour ma prononciation. Elle est criminologue et elle est professeure à l'université. Elle est plutôt jeune. Elle est mariée à un homme qui a eu d'un précédent mariage une fille qui est maintenant âgée de 10-11 ans. J'ai beaucoup aimé la construction du livre parce que là je vous parle de ce personnage mais en fait il n'arrive pas tout de suite. Il n'arrive pas tout de suite. On est d'abord, on commence par une scène avec un incendie et suite à cet incendie, eh bien il va y avoir une petite survivante, une petite fille et il va y avoir des morts. On commence comme ça, donc en fait on nous introduit d'abord des enquêteurs, on nous les décrit pas trop mal, en plus ils vont revenir dans le livre, ils vont certainement revenir j'imagine dans les tomes suivants de la trilogie, et donc on nous les décrit et tout, donc au départ on s'attache un peu à ces personnages, mais en fait petit à petit on va les laisser pour se concentrer sur cette fameuse criminologue. Donc on a cet incendie. On a cette criminologue avec sa vie personnelle, avec sa vie professionnelle, et dans le cadre de sa vie professionnelle, et c'est là qu'on va arriver sur une autre partie importante du livre, elle va être amenée à rencontrer un tueur en série. Alors, rencontrer un tueur en série, ça fait très bizarre dit comme ça, mais c'est un homme qui est en prison. Et en fait, il est en prison, mais il n'a pas donné encore tous ses secrets. Et l'idée, c'est que elle soit l'interlocutrice de ce tueur en série. Enfin, de toute façon, il a exigé de la rencontrer elle. Et c'est là où on va rejoindre le silence des agneaux. Il exige de la rencontrer elle en disant, bah voilà, c'est à elle que je dirais où sont les autres corps. Et donc en fait ce personnage, on retourne un peu dans son passé, etc., etc. Voilà, donc ça fait trois choses. On a l'incendie, etc. On a notre criminologue qui a sa vie personnelle, qui a sa vie professionnelle. On a notre tueur en série et ça fait une histoire assez riche pour un livre qui a un peu plus de 300 pages, donc assez court en fin de compte, et je l'ai trouvé prenant, un peu angoissant, mais ça va, ça a été, moins angoissant que ce que peut laisser penser la couverture, mais j'ai beaucoup aimé. En fait, si vous voulez, c'est un polar coréen et je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à un énorme dépaysement au niveau du pays, au niveau des habitudes, etc. Et là, je me suis retrouvée dans un polar assez classique, presque un polar occidental. Je sais pas si ça se dit, mais ça aurait été, enfin, ouais, enfin pas forcément un polar européen, mais ça se serait passé aux États-Unis, que ça m'aurait pas plus surpris que ça en fait. Donc pas du tout dépaysé en fin de compte. Donc agréablement surprise dans le sens où je m'attendais à ce que ce soit un peu difficile d'entrer dans l'histoire, etc. Voilà. Bon après j'ai été prise dans l'histoire, j'ai peut-être pas remarqué assez les habitudes coréennes, enfin bon, il y a peut-être des choses à côté desquelles je suis passée, mais parce que j'étais prise dans l'histoire, si vous voulez. Le seul point dépaysant, ce sont les noms. Ce sont les noms des personnages, mais ce qui peut m'arriver si je lis un polar islandais, un polar finlandais, quand on a vraiment des noms très différents, je trouve que on peut passer tout un livre sans s'y faire, en fait, sans imprimer les noms. Je me suis fait avoir à un moment donné, parce que on était avec un certain personnage secondaire, et il y a un autre personnage secondaire qui arrive. Les noms étaient assez proches, je les ai confondus. Et il m'a fallu quelques pages pour me dire, ah non, puis je suis revenue en arrière pour revoir qui était qui, parce que en fait, ça a été un moment où l'un de ces personnages était une fille, et l'autre était un garçon, et du coup, quand je pense que ça a été dans style les dialogues ou un truc comme ça, du style je suis contente et je suis c'est pas un garçon en fait, enfin voilà, un truc aussi bête que ça qui m'a permis de voir que non, non, il y avait un truc en fait. Et effectivement, c'était pas exactement les mêmes noms. Donc c'est vraiment, enfin je l'ai remarqué hein, dans des polars islandais, polars finlandais, polar suédois, j'ai moins
j'ai pas d'exemple en tête. Alors que polar islandais et polar finlandais, j'ai vraiment des exemples, des livres précis où j'ai eu du mal avec le nom des personnages. Et vraiment, je trouve que je peux arriver au bout de ma lecture sans que ça ait été facile. Enfin, je peux pas dire qu'à la fin de ma lecture, j'ai bien repéré qui était qui et que c'est bon. Non, il y a le nom effectivement qui peut m'aider, mais quand il y a des noms assez proches, il me faut un peu plus que ça pour vraiment réussir à me repérer. Ou alors si c'est le personnage principal, parce que des fois il y avait des noms assez proches de celui du personnage principal, bon bah je retournais mon livre et je regardais si j'avais bien les mêmes lettres dans le même ordre. Voilà. Donc dépaysement par rapport à ça, mais très bon, écoutez, là c'est mis le premier volet glaçant d'une trilogie bientôt adaptée en série par les producteurs de Downton Abbey. On n'est absolument pas sur du Downton Abbey. Hein. Et Augustin Trapenard, d'ailleurs, il y a une petite citation ici, mais il y en a une autre ici qui dit « Une mécanique implacable qui joue avec vos nerfs, avec nos nerfs. » Non, vraiment, très bien, très belle découverte. Et je lui prendrai le suivant avec grand plaisir. Et du coup, vous savez que sur Livre Addict, j'ai ma petite carte avec la nationalité des auteurs. Et à chaque fois que je lis un auteur d'un pays, le pays se colore d'une couleur, dans un bleu plus ou moins foncé, si j'en ai lu beaucoup ou pas. Eh bien, je viens donc de colorier un nouveau pays sur ma carte du monde. Voilà, donc ça c'est aussi rigolo. Eh bien, écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que cet épisode de podcast vous a plu. Comme je vous le disais, dans mon prochain épisode, il n'y aura pas d'événement littéraire. Niveau achat et réception, je ne sais pas encore. Achat, oui, il y en a un. On verra s'il y aura d'autres réceptions d'ici à ce que j'enregistre. Et on parlera eh bien de livres dont je verrai les auteurs à Noir-sur-Ormesson. Il y aura un Cédric Cyr, il y aura un Claire Favant et puis d'autres livres. Voilà, je vous parlerai de tout ça avec grand plaisir. Je vous souhaite de super bonnes lectures, je vous souhaite de très bons moments en famille ou autre et je vous dis à très vite.